Alors, est-ce que là ça marche? Je suis bien installé, j'ai le fond vert, j'ai bien cadré, la lumière, tout va bien. Il fait vraiment chaud dans la salle où je tourne là. Aujourd'hui, je te parle de la Côte d'Azur. Et c'est assez drôle parce que j'habite sur la Côte d'Azur, sur l'extrémité ouest de la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, c'est un temps typique. On est en hiver, on est en février, et il fait 15-16 degrés, mais le soleil est très fort. C'est-à-dire que ma chambre là où je tourne, c'est orienté plein sud, donc j'ai le soleil sur moi, j'ai assez chaud, je peux pas trop aérer ma chambre parce que je filme, donc bref, c'est pour ça si j'ai un peu chaud, et je trouvais ça assez drôle, et une bonne introduction à la Côte d'Azur, parce qu'il y en a plein des choses à dire sur la Côte d'Azur, et il y a plein d'explications à donner. Peut-être que je vais parler de sujets que tu connais déjà, de Monte-Carlo, de Monaco, de Cannes, de Antibes, de tout ça. J'ai hâte de faire cet épisode, de tout te raconter, l'histoire, toutes les recherches que j'ai faites. Mais voilà, avant toute chose, je vais juste représenter le podcast. On est allé au 3e épisode. Déjà, on est au 3e épisode de la saison 2 de The French of the World. Je suis vraiment content de continuer et d'avoir commencé aussi ce format où je parle à la caméra sans avoir d'invité. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français, qui sont pas francophones de base, mais qui veulent en découvrir plus sur la culture francophone et en France, et la France en général, parce que je suis français. On lance ce podcast. L'histoire que je vais vous raconter, je vais commencer. J'ai pas de script en fait, j'ai fait plein de recherches. J'ai regardé sur internet des documentaires, des documents, j'ai fait des tours sur plein de sites internet. Et comme j'habite sur la Côte d'Azur, j'ai quand même une bonne idée de ce que je voulais vous raconter. Mais là j'ai encore plus de détails et j'ai des chiffres aussi sur mon téléphone si jamais. Et on va commencer par l'Angleterre. Ouais, c'est un peu bizarre de commencer un épisode de podcast sur la Côte d'Azur par l'Angleterre. Mais bon, c'est là que je choisis de commencer mon histoire. Donc, révolution industrielle au 19e siècle en Angleterre. C'est les premiers à avoir cette révolution industrielle. Ils arrivent à utiliser la puissance mécanique pour l'industrie, pour fabriquer des choses, pour l'agriculture aussi, il me semble. Et ça fait que il y a des classes sociales qui émergent, la bourgeoisie, tout ça, et socialement, en fait, il y a une classe de personnes qui est très aisée, qui a beaucoup d'argent, et qui peuvent voyager, qui peuvent faire autre chose que travailler ou que s'occuper de leur famille dans leur vie. Donc ils ont du temps libre pour faire du loisir. Donc c'est comme ça que beaucoup de sports ont été inventés, ou alors démocratisés. Et c'est aussi à cette période-là que le tourisme commence. Donc le but, voyager, se déplacer, découvrir un endroit pour gagner en culture et pour aussi se détendre, découvrir des choses. Et les Anglais, ils faisaient un peu des tours de l'Europe pour instruire leurs enfants, pour s'instruire eux-mêmes, pour voyager, pour découvrir aussi. Ils faisaient un peu des tours de l'Europe. Et donc, ils en sont venus à la côte méditerranéenne française, surtout à l'est. Et cette côte-là, on appelle la Côte d'Azur. Donc en fait, la Côte d'Azur, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça après. Ça part de Marseille, Cassis, par là, aux Calanques marseillaises, jusqu'à Menton en France. Et puis après, selon les définitions, il y a encore une autre partie de la Côte d'Azur qui va de la frontière italienne jusqu'à Gênes. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ont découvert un endroit qui était assez humble, assez modeste, mais où il faisait vraiment très beau. Il faut savoir que sur la Côte d'Azur, le soleil brille 300 jours par an, des fois même plus. C'est assez fou. C'est-à-dire que je parle d'expérience, les habitants de la Côte d'Azur sont insatisfaits du temps si jamais il y a vraiment... Dis-toi, s'il y a un nuage qui passe devant le soleil, pour un habitant de la Côte d'Azur, il fait pas beau. S'il y a un peu trop de vent,
pareil, alors que le soleil est là. Enfin bref, ils ont été séduits par ce bleu, ce ciel bleu, cette mer qui est la plupart du temps calme. Je pense pas qu'il y avait de plage à l'époque. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les plages sont pas naturelles. En tout cas, ils ont été séduits par la mer, par les villages de pêcheurs, par Nice qui était déjà une assez belle ville à l'époque, et d'ailleurs qui était italienne jusqu'en 1860. Enfin bref, les Anglais, la haute société anglaise est venue en fait pour le loisir, pour la détente sur la Côte d'Azur française. Et donc, ils ont décidé déjà de dire à leurs amis, de ramener plus de gens, et puis il y a d'autres pays qui sont commencés à venir, qui sont commencés à arriver, par exemple les pays d'Europe du Nord, de la Russie notamment. Et donc ils ont investi. C'est-à-dire que les Anglais qui avaient des colonies en Afrique, par exemple, ont ramené des arbres, notamment à Nice. C'est pour ça qu'à Nice, il y a une végétation qui est assez exotique. Il y a des palmiers sur toute la Côte d'Azur, à Cannes, un peu de partout. Dès qu'il y a une promenade, en fait, il y a des rangées de palmiers. Et en fait, tous ces arbres, enfin une partie de ces arbres exotiques, de cette végétation, elle vient des colonies britanniques. Et donc, en fait, ils ont créé l'endroit de vacances parfait, et ils ont urbanisé aussi, par exemple à Nice. En fait, je pense que la ville qui représente le mieux la Côte d'Azur, ce serait Nice, parce que elle est en plein dedans et elle est très développée. Après, il y a aussi Monaco qui représente très bien, mais on va en parler après. Et donc à Nice, il y a une promenade qui est très connue qui s'appelle la promenade des Anglais, qui est sur le bord de mer, où en fait les Anglais sont venus et ils ont urbanisé un peu plus que ça l'était pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir se détendre, pour faire quelque chose qui leur plaisait. Et donc c'est là que le tourisme sur la Côte d'Azur a commencé. Parce que avant ça, en fait, il y avait eu de l'activité au Moyen-Âge, il y a eu de l'activité même à l'Antiquité, sur toute la côte méditerranéenne française, parce que c'était un point stratégique entre l'Afrique, c'est pas loin de la péninsule ibérique. Donc Massilia, par exemple, était un port grec. Enfin bref, c'est passé de village de pêcheurs où il n'y avait pas grand-chose, c'était assez humble, à tout d'un coup une destination de vacances pour les classes aisées de plusieurs pays, dont la France, hein, j'imagine, mais il y a eu cet afflux un peu de population. Certains sont venus vivre, même si c'est plus tard qu'on a vu des gens, même des célébrités venir s'installer sur la Côte d'Azur, et d'autres venaient juste en hiver en fait pour échapper à la pluie, pour échapper au froid, parce que il fait en moyenne l'hiver ça descend rarement en dessous de 13-12 degrés la journée, et c'est très plaisant en fait. Et puis il y a la mer aussi, donc il y a plein de loisirs en fait. Et je t'ai dit tout à l'heure, c'est dur de tutoyer, c'est fou. Je t'ai dit tout à l'heure que ça s'appelait Côte d'Azur pour une raison très particulière, et donc je vais te raconter cette histoire-là aussi. En fait, il y a eu un poète, c'était un homme politique, un poète, je crois qu'il était avocat aussi, qui s'appelle Stéphane Liégeard, qui était originaire de Dijon, et qui venait souvent dans le sud. Je te parle de ça, c'est à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Il venait souvent dans le sud, et un jour il a fait un voyage de Marseille à Gênes, plus précisément du château d'If de Marseille, qui est le château d'If, c'est une sorte de château qui est sur une île. Enfin, c'est pas vraiment un château, mais tu feras tes recherches, c'est assez intéressant. Il y a aussi des histoires sur ça, je pourrais en faire un épisode de podcast. Donc il a fait ce voyage du château d'If de Marseille jusqu'au palais de Gênes. Et en fait, sur ce voyage, il s'est émerveillé des paysages, du bleu profond du ciel et de la mer, parce que c'est vrai que comme il n'y a pas de nuages, et je pourrais pas trop expliquer, mais il y a une couleur très particulière du ciel. Là, je le vois en temps réel. Le ciel, il a vraiment un bleu qui est, j'ai pas envie de dire puissant, mais tu chercheras des photos sur internet, tu verras que c'est quand même, c'est très agréable en fait. Il disait que c'est une lumière, il y avait
lumière qui t'enivrait, des, euh, des couleurs qui te berçaient. Il y a eu beaucoup de peintres aussi qui sont venus s'installer sur la Côte d'Azur, comme Claude Monet, Henri Matisse, Picasso, qui était à Antibes, où il y a encore un musée en son honneur. Et en fait, c'était aussi une grande source d'inspiration pour les artistes. Et il y en a un qui a même dit que il avait du mal à peindre ces paysages-là, tellement il y avait de couleurs et tellement c'était éclatant. Tu vois, éclatant, ça veut dire que c'est très saturé, c'est très lumineux. Et donc c'est pour ça qu'il a appelé la Côte d'Azur la Côte d'Azur. Et azur, c'est pas bleu en français, même si ça ressemble beaucoup à azul en espagnol. Azur, c'est une couleur qu'on utilisait sur les armoiries. Donc les armoiries, ça date du Moyen Âge, quand il y avait les seigneurs et tout ce qui était comté, tout ça. Ils avaient des, oui, ils avaient des sortes de, de blasons. Il y avait des blasons qui représentaient toutes les terres, en fait, toutes les seigneuries. Je sais pas comment expliquer ça. Et azur, c'était une des couleurs qu'on utilisait pour ça. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Et donc cette côte d'Azur, elle s'étire vraiment de Cassis, Marseille, jusqu'à Gênes, mais comme la plupart est en France, et comme il y a eu beaucoup de grandes villes qui ont attiré l'attention sur la côte d'Azur, en fait ça a un peu évolué, et maintenant on parle plus tellement de la... Enfin, quand on parle de côte d'Azur, selon les gens, ça diffère, mais c'est souvent soit entre la ville de Hyères et jusqu'à Menton. Donc t'imagines, c'est peut-être 60% de ce que, même moins 50% de ce que décrivait Stéphane Liégeard, l'écrivain. Ou alors les gens disent que c'est de Marseille jusqu'à Menton, qui est une ville qui est après Nice, jusqu'à la frontière italienne. Mais on a perdu aussi cette partie italienne de la Côte d'Azur qui s'appelle la côte ligurgique, un truc comme ça. Je pourrais te mettre le nom. Mais en fait, ça a perdu son... ça a perdu la filiation. Parce que, voilà, faut savoir que la Côte d'Azur, c'est pas... euh, officiel. C'est vraiment juste un écrivain qui a vu ces couleurs magnifiques, ce bleu tellement unique, et qui a décrit ça, qui a appelé ça la Côte d'Azur. Mais c'est le littoral, en fait, la Côte d'Azur, même si après on peut en parler, certains disent que ça va plus haut que le littoral, que ça englobe aussi les Alpes du Sud, mais c'est ce littoral entre Marseille et, euh, et Menton. Et en fait, ça fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et certains incluent dans la Côte d'Azur les Alpes-Maritimes, un peu. Donc en fait, il faut savoir que les Alpes, ça descend très bas, mais ça descend même presque jusqu'à toucher la mer à Nice. Donc pour aller dans les Alpes du Sud de Nice, après, ça dépend où, mais il y a des stations qui sont vraiment à côté de Nice, des stations de ski. Et il y a même des stations de ski, des stations qu'ils appellent azuréennes. Bon, c'est un peu, vous allez voir, c'est un peu tu vas voir, c'est un peu du marketing. Tu as une station de ski azuréenne où on voit la mer carrément quand tu skis. Donc ça, c'est quand même pas mal. Enfin bref, ça, je t'ai parlé dans les années 1800, 1850, cette affluence anglaise d'Europe du Nord et russe pour venir profiter en fait du beau temps. Et après, au XXe siècle, ça s'est encore plus développé. Voilà, c'était encore plus ça. Il y a Monte Carlo, le casino de Monte Carlo, qui a quand même fait connaître euh, qui a fait connaître la Côte d'Azur parce que bah, c'est en plein dedans. Et pendant le XXe siècle, on a vu aussi plein d'artistes qui sont venus. Donc on a eu Claude Monet, il y a eu Henri Matisse qui a dessiné des paysages, Claude Monet pareil, qui faisait de l'impressionnisme, et Picasso. Picasso qui, il me semble que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste après, qui était à Antibes et qui a peint plein de... Pas de il faisait plus trop de paysages pour le coup, il faisait, je sais plus comment ça s'appelle son style, mais il y a eu pas mal d'artistes qui sont restés sur la Côte d'Azur parce que ça leur donnait cette inspiration-là.
la Côte d'Azur telle qu'on la connaît, donc elle a commencé à être fabriquée, on va dire, constituée dans les années 1800 grâce au tourisme anglais. Et ce qui a vraiment propulsé la Côte d'Azur, bah, c'est Monaco et le luxe. Donc dans les endroits de luxe, on retrouve Cannes, où il y a le festival de Cannes, Saint-Tropez, avec pour les plages privées, pour les hôtels magnifiques, les villas, enfin il y en a tellement des petites... il y a beaucoup de petites villes, de petits villages même, de petites agglomérations, où t'as une sorte de condensé, de grandes villas, notamment à... Il me semble que c'est... Attends, c'est à Saint-Tropez. Il y a un quartier qui s'appelle la Californie provençale. Je vais regarder, que je dise pas de bêtises. C'est un quartier de Cannes, yes. Donc t'as la Californie provençale où en fait t'as plein de maisons, un peu comme tu t'imagines à Beverly Hills, quoi, des trucs énormes, des manoirs avec des palmiers, des grandes allées, des trucs très extravagants, avec la vue sur la mer et un accès à la plage. Et donc c'est ça en fait, la Côte d'Azur, ça représente un peu la détente. C'est les gens qui réussissent, par exemple tous les pilotes de Formule 1, à l'exception de deux, pour une raison très précise, sont allés s'installer à Monaco. Pourquoi? Ben parce que déjà vivre à Monaco c'est un très très beau cadre de vie, donc il y a la plage, il fait rarement froid, presque jamais froid, il y a toujours du soleil, 300 à 330 jours par an. Et surtout, Monaco, qui est un micro-État, on appelle ça une principauté en français, parce que c'est une dynastie constitutionnelle. Monaco, c'est un paradis fiscal. Et donc ça a encore aidé à développer la Côte d'Azur, parce que beaucoup de oligarques russes, beaucoup de personnes d'influence, avec une grande influence, les pilotes de Formule 1 par exemple, viennent vivre à Monaco pour les avantages fiscaux. Donc ça veut dire que quand tu habites à Monaco, bon, c'est pas facile d'habiter à Monaco parce que il me semble que les conditions c'est d'avoir 500 000 dollars sur un compte et d'acheter une propriété. Donc autant te dire que les prix c'est rarement en dessous de 5 millions d'euros pour des petits appartements. Et ah oui, je t'ai dit aussi qu'il y a deux pilotes français, ça c'est assez drôle. Deux pilotes français, les deux pilotes de Formule 1 qui n'habitent pas à Monaco, qui ne résident pas à Monaco parce que bah, ils sont tout le temps en plein d'endroits différents, c'est Esteban Ocon et Pierre Gasly, et ils habitent pas là-bas bah, parce que eux ils sont français. Et en étant français, on n'a pas le droit d'aller s'exiler fiscalement à Monaco. Ça veut dire que on n'a pas le droit d'aller vivre à Monaco et de pas payer d'impôts à l'État français. Donc c'est pour ça, je trouvais ça assez drôle. Et donc c'est le luxe après qui a vraiment donné ce rayonnement à la Côte d'Azur et cette renommée mondiale. Pour moi, la Côte d'Azur, ça me fait beaucoup penser à la Californie. Parce que il y a Cannes, et Cannes ça représente Hollywood. Il y a les quartiers de Cannes et les quartiers par exemple Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'on retrouverait à Malibu par exemple, des quartiers avec des super belles maisons. Il y a aussi c'est vrai que les paysages peuvent un peu ressembler, il y a des falaises, il y a des forêts, il y a la montagne derrière, un peu comme en Californie. Enfin bref, c'est vraiment le luxe qui a fait développer la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, il y a des chiffres assez intéressants sur le tourisme de luxe. C'est 11 millions de touristes, il me semble, en 2000... C'est en quelle année ça? 2020. En 2020, alors qu'il y a eu le confinement, c'était 11 millions de touristes, économie du tourisme, 5,5 milliards d'euros de consommation touristique, générant 10 milliards d'euros en chiffre d'affaires, 75 000 emplois directs liés au tourisme. C'est énorme. Et donc il y a plein de pôles de luxe en fait, pôle P-O, accent circonflexe L-E, où les gens y vont parce qu'il y a des événements, par exemple il y a Leonardo DiCaprio qui organise un festival, il me semble que c'est à Cannes, de charité, qui passe pas mal de temps sur la Côte d'Azur. Il y a Brad Pitt et Angelina Jolie qui avaient acheté un sorte de ranch en Provence, dans le Var. Il y a Brigitte Bardot qui est une ancienne, il me semble qu'elle était modèle. C'était une personnalité française qui habite toujours à Saint-Tropez.
Et il y a pas mal d'artistes, par exemple Charlie Chaplin avait une maison sur la... Attends, je sais plus où il avait une maison, mais c'était sur la Côte d'Azur. Et donc ça vend du rêve, mais il faut savoir que c'est devenu un peu une image, ça a une image luxueuse, ça a une image de luxe, d'argent, de puissance, de notoriété, mais à la base, c'est vraiment des villages de pêcheurs, c'est des villages très traditionnels, et s'il n'y avait pas eu autant d'ensoleillement, s'il n'y avait pas eu un temps qui est aussi bon, qui est aussi clément, on dit en français, un temps qui... un très beau temps, ça aurait pas du tout eu cette renommée mondiale. Donc moi je trouve ça assez drôle en fait, c'est la partie de la France où il y a le plus de luxe à part Paris et où les stars se retrouvent. En fait, ah oui, il y a le festival de Cannes aussi. Et donc le festival de Cannes, ça c'est une idée du gouvernement français qui a été fait juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a été un projet qui a été commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été fini après, où en fait ils voulaient créer un festival du cinéma à Cannes, parce que Cannes c'était un très bel endroit. Il n'y a pas d'autre explication pour un peu donner encore un peu un rayonnement culturel à la France, et depuis c'est resté. Et en anglais, tu as sûrement dû entendre l'appellation French Riviera, et ça c'est assez drôle. Enfin, les gens ne savent pas d'où ça vient. Moi-même, je ne savais pas d'où ça venait. Même avant ça, il y a quelques années, je ne savais même pas que French Riviera c'était. Enfin, j'avais même pas entendu parler de ça parce que j'ai l'habitude de la Côte d'Azur. Et en fait, Riviera en italien, c'est le terme qu'on désigne pour. C'est le terme qu'on utilise pardon, pour désigner la frontière ou euh, la limite entre les rivières, la montagne et la mer. Ils appellent ça la Riviera. Et donc c'est resté en anglais, je sais pas pourquoi, on dit pas la Côte d'Azur en anglais. Mais c'est assez drôle. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a eu. C'est pas que le tourisme, la Côte d'Azur. Il y a énormément de personnes qui viennent, qui immigrent sur la Côte d'Azur à Nice, à Cannes, à Antibes, même dans d'autres villes qui sont plus petites. Pour d'autres raisons que Monaco, parce que Monaco c'est surtout pour la sécurité, le luxe et pour, pour des raisons fiscales, pour les impôts, pour les taxes. Mais en fait, ils viennent vivre là pour le temps, pour les emplois aussi, parce qu'il faut savoir que tout ce luxe, ça fait quand même une grosse économie avec le tourisme, avec le luxe. Il y a beaucoup de ports et d'endroits où les milliardaires ou les gens très riches font entretenir leurs yachts et leurs bateaux. Il y en a plusieurs dans le Var, il y en a aussi dans ma ville natale, à La Ciotat. Il y a un endroit où les yachts se font réparer. On peut voir un peu l'influence anglophone. Il y a des endroits, par exemple, où il me semble qu'il y a des endroits où il y a des panneaux qui sont écrits en anglais, par exemple à Cannes ou à Monaco. Il y a aussi des supérettes, des épiceries, des magasins où on vend des produits importés, des produits australiens, des produits anglais ou américains, pour ces populations-là, pas pour les gens qui veulent découvrir, non, pour les gens qui sont venus immigrer. Il y a par exemple une radio à Monaco qui s'appelle la Riviera Radio, en anglais, qui est produit par des Britanniques, en tout cas ils avaient un accent britannique, de ce que j'ai entendu, qui parle des actualités, qui donne des actualités en anglais, qui joue des musiques anglaises, vu que c'est à Monaco, ils n'ont pas à respecter la loi en France qui dit que il faut que 40% des musiques soient françaises, au moins. Les musiques jouées à la radio, donc voilà, c'est tout ça la Côte d'Azur. Et puis, la Côte d'Azur, c'est pas que le climat, c'est aussi les paysages. Donc, je t'en ai parlé quand je t'ai parlé des artistes qui venaient s'inspirer ici, qui venaient vivre pour être baignés dans ces paysages un peu, j'ai envie de dire fantastiques, mais c'est des paysages très impressionnants. Et il y a beaucoup de parcs naturels. Donc, dans la côte, ce qui pourrait rentrer dans la Côte d'Azur, tu as le massif de la Sainte-Baume, pas sûr, le parc national de la Sainte-Baume qui arrive presque jusqu'à la mer. Il y a aussi le massif de l'Estérel qui est c'est un massif volcanique très particulier qu'on retrouve pas forcément en France ailleurs, à ma connaissance en tout cas.
C'est pas comme les calanques qu'il y a à Marseille, entre Marseille et La Ciotat. C'est un, c'est un massif qui a une couleur très particulière, un peu bronze. C'est très très beau. Et ça aussi c'est classé, en tout cas en France c'est protégé, c'est très protégé. Il y a aussi le parc naturel des Calanques entre Marseille et La Ciotat, même si les gens ne pensent pas forcément à ça, quoique Cassis c'est aussi une petite ville qui ressemble un peu au, on peut dire, qui ressemble un peu à Saint-Tropez, même si c'est plus petit, ça n'a pas un aussi grand rayonnement, mais il y a aussi des hôtels de luxe, il y a aussi un casino, des choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vivre, en fait, moi qui vis sur la Côte d'Azur, c'est vraiment, on s'y habitue très bien, mais on se rend aussi compte de la chance qu'on a par rapport au climat, parce que on voit les gens ici, ils ont quand même toujours un peu le sourire. Après, il y a la culture ici, mais je pense que la Côte d'Azur, ce qui est le plus fascinant, c'est que la plupart des gens qu'on rencontre, qu'on voit, ils ont quand même ils sont satisfaits parce que c'est l'environnement qui fait que on n'a pas les mêmes problèmes aussi. On a des problèmes, mais on n'a pas les mêmes problèmes que dans le reste de la France et on se sent bien ici parce que le temps est, j'arrête pas de parler du temps, mais le temps est tellement bon en fait que ça donne un peu le soleil, ça nous met de bonne humeur, ça nous fait avoir de la vitamine D, c'est des choses qui sont très importantes. Et beaucoup de Français aussi, surtout les classes populaires, viennent dans le sud-est de la France en vacances. Beaucoup vont aussi dans le sud-ouest, hein. Il n'y a pas que ça en France, loin de là. Mais c'est aussi une population qui est très prisée par les classes populaires. Après, c'est pas forcément à Cannes ou à Saint-Tropez qu'ils vont aller, mais il y a plein d'autres de petits villages en fait qui sont très sympas. Ils ont vraiment comme on dit en français, ils ont un cachet. Ça veut dire que ils ont une âme. Ils ont en sorte tu sens l'esprit des gens qui étaient avant. Tu sens les traditions qui ont perduré. La pierre, c'est souvent des murs. Il y a souvent des murs en pierre. Il y a souvent des vieilles maisons avec on appelle ça des volets. Des volets pour empêcher que la lumière rentre dans la pièce. Des volets qui sont colorés. Ça ressemble un peu à l'Italie du Nord. Si tu es déjà allé en Italie, c'est un peu la même sorte d'architecture. En tout cas, dans mon expérience, de Cassis jusqu'à Nice, c'est un peu le même type d'architecture et les paysages sont quand même très ressemblants. Après, ben, il y en a qui sont un peu différents. Des fois, il y a plus ou moins de plages, mais après, la plupart des plages sont artificielles. Le sable est plus ou moins blanc, mais comme j'ai dit, c'est pas naturel. Et il y a quand même, je vais pas dire que c'est homogène parce que bah, il y a plein de petites villes qui sont vraiment uniques, mais il y a le même ressenti en fait, tu vois. Tu te sens vraiment bien là-bas. Et je t'encourage vraiment à aller voir, à voyager. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut penser, même si la France est un pays qui est quand même cher pour voyager, tout ça. Euh, il y a des endroits, surtout des petits villages, où tu peux vraiment te sentir comme si tu étais dans un autre pays. Même en étant français, des fois j'ai l'impression d'être dans un autre pays parce que ben, t'as pas de grandes villes autour, c'est vraiment très calme. Je t'encourage vraiment à aller visiter la Côte d'Azur. Il n'y a pas de... Je te dirais, essaye de un peu tout faire parce que ben, il y a des petits endroits qui sont vraiment très beaux et des endroits que tu soupçonnerais pas trop. C'est pas forcément les Nice ou Cannes où tu vas trouver les endroits les plus calmes aussi. Ça, faut le savoir. Et surtout, là-bas, c'est plus cher. Plus tu vas à l'ouest, ça a tendance à être un peu moins cher. Surtout dans le Var, tu as des endroits qui sont très mignons, pas très chers. La ville de Toulon, par exemple, est magnifique. Pareil, ça représente assez bien la Côte d'Azur, même s'il y a le port naval qui est aussi très intéressant à voir, mais qui différencie un peu du reste. C'est, comme je disais, c'est moins cher que ce que tu peux penser. Tu peux avoir des nuits à 50 euros à certains endroits, même moins. Tu peux aussi être logé chez l'habitant, il y a des auberges. C'est quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'activités. C'est aussi le sport. Je sais ils organisent régulièrement des trails. Il y a souvent des marathons, des courses qui sont organisées.
Il y a les gens font beaucoup de vélo ici, beaucoup de vélo, on peut aussi faire du surf sur la Côte d'Azur. C'est pas tout le temps, c'est pas toutes les semaines, mais en hiver, il y a souvent des petites vagues vraiment sympas. Il y a bien sûr les sports nautiques. Ah oui, j'ai pas dit ça, mais des sports aquatiques qui ont été inventés sur la Côte d'Azur. On retrouve le ski nautique. Il y a aussi, enfin, supposément, mais moi je fais confiance à cette source. Il y a aussi la plongée en bouteille qui a été inventée à Marseille, l'apnéisme, donc je vais utiliser plutôt le mot anglais, c'est mieux, le freediving. Ça, c'est quelque chose qui a été développé, en tout cas sur la Côte d'Azur, parce que le temps le temps le permet. La mer est très calme, surtout du côté de Nice. La mer est très très calme. Et surtout, c'est assez impressionnant parce que il y a des falaises, mais le fond marin aussi va très profond très rapidement. Donc c'est là qu'ils font des records des records d'apnéisme, des records de freedive, notamment à Saint-Jean-Cap-Ferrat, autour de Nice. Et donc voilà, ça résume un peu tout. C'est c'est toute une culture, la Côte d'Azur, c'est tout un mode de vie, toute une philosophie presque. Beaucoup d'artistes sont passés par là et c'est pas pour rien. Et beaucoup de célébrités viennent s'installer ici. Par exemple, Johnny Depp a une maison sur la Côte d'Azur. Et c'est un endroit qui est français. Je veux pas dire que c'est pas la France parce que c'est complètement la France. Les gens sur la Côte d'Azur sont français, on parle tous français, même si il y a encore des dialectes à certains endroits qui sont utilisés, que c'est pas les langues principales, mais c'est encore utilisé. Passe une bonne journée et merci. À bientôt.